Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Christine Rubec. Je travaille dans l'équipe chargée des relations avec les organismes de bienfaisance et les donateurs chez Canadon. La présentation d'aujourd'hui s'intitule Création d'un bon plan de communication et notre conférencière sera Kim Fuller de Phil Communications. Avant de commencer, nous voulons mentionner quelques détails pratiques. Nous vous rappelons que vous pourrez nous entendre tout au long de la présentation, mais que nous ne pourrons vous entendre. Cela étant, nous voulons quand même connaître vos questions. Si vous en avez durant la présentation, vous pourrez les taper dans le panneau questions. Kim sera disponible pour une période de questions et réponses à la fin de la présentation. Si vous avez de la difficulté à nous entendre, montez le volume de votre ordinateur. Si vous ne pouvez toujours pas nous entendre, vérifiez les options Audio du panneau de GoToWebinar et cliquez sur Soundcheck, contrôle du son, pour faire un test de son. Une fenêtre apparaîtra. Cliquez sur l'onglet Speakers, haut-parleurs à droite et assurez-vous que le volume est au maximum. Pour mieux suivre le webinaire, il est préférable de fermer les applications que vous avez ouvertes afin que le son soit synchronisé avec le changement des diapositives à l'écran. Un dernier point, après cette présentation, nous vous enverrons par courriel les liens vers les diapositives et vous pourrez partager ces liens avec votre équipe ou toute personne qui pourrait être intéressée. Par ailleurs, nous enregistrons le webinaire cet après-midi et nous ajouterons le lien dans le courriel que nous vous enverrons d'ici 24 heures. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Canadon, je vais vous expliquer un peu ce que nous sommes. Canadon est un organisme de bienfaisance au service des organismes de bienfaisance. Nous avons permis de recueillir plus de 550 millions de dollars en dons de bienfaisance depuis notre fondation en 2000 et plus de 16 000 organismes de bienfaisance sont inscrits à nos services de collecte de fonds en ligne. Nous aimons dire aux donateurs que nous sommes un guichet unique pour faire des dons et nous aimons nous présenter aux organismes de bienfaisance comme une solution abordable, facile et sécurisée pour la collecte de fonds en ligne. Je laisse maintenant la parole à Kim qui nous parlera de la création d'un plan de communication. Donnez-moi juste une seconde tandis que je lui passe les commandes. Bonjour tout le monde. Je vais juste prendre mes diapos et ça ne sera pas très long. On va commencer. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de comment faire un bon plan de communication. Comme expliquait Christine, on va prendre des questions à la fin. Normalement, j'ai l'habitude de donner cette présentation-là en personne, donc c'est un petit dynamique différent via webinaire, mais je vais faire mon possible de rendre ça le plus naturel et le plus informatif possible pour vous. Donc, on a un gros sujet aujourd'hui. On va y aller rapidement. Je vais faire un survol et n'hésitez pas de mettre vos questions dans la petite boîte à droite quand vous voulez. Merci. Donc, aujourd'hui, les objectifs de l'atelier, ça va être de prendre des bonnes habitudes. On sait que c'est difficile dans un organisme à but non lucratif, il y a plein de choses à faire en tout temps et souvent les communications
risque de tomber en bas de la liste des priorités. Donc, ce qu'un bon plan de communication peut vous aider à faire, c'est de planifier et voir grand à la place de toujours se sentir comme on doit passer à travers des choses puis qu'on est toujours dans le rush. On veut planifier des initiatives plus à long terme et d'avoir les bonnes ressources, bons endroits pour réaliser les projets, à la place d'avoir plein de petites initiatives qui ont l'air de vraiment gober notre temps et nos ressources. On veut réaliser des actions à la place de faire des excuses. On veut être proactif à la place d'être réactif. Et souvent, c'est la demande numéro 1 qu'on a de nos clients, c'est comment on peut être proactif dans nos actions au quotidien. Donc, on va essayer de se concentrer sur les bonnes occasions et pas de se faire distraire par les petites choses qui sont peut-être moins bonnes pour votre organisme. Donc, avec cela, on va commencer pour vous expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce qu'un plan de com va vous permettre de faire. Bien, ça établit une bonne réputation pour votre organisme. Ça améliore votre profil au sein de la communauté. Ça crée des bons rapports avec les médias. Ça peut améliorer vos relations avec le personnel et les bénévoles. Souvent, on regarde beaucoup à l'externe pour les communications, mais mon approche est vraiment de commencer au sein de l'organisme et ensuite parler au grand public. Donc, on va regarder ça un peu aujourd'hui aussi. Ça va vous aider aussi à consolider votre réputation auprès des partenaires du gouvernement. On sait qu'on a beaucoup de paperasse à préparer pour le gouvernement quand on est en demande de financement et un bon plan de communication, ça va vous aider à bien rédiger vos documents. Ça va aussi nous permettre de former de nouveaux partenariats avec le secteur privé qui commence à être de plus en plus important puisque le gouvernement resserre leur montant de subvention aussi. Et ça va vous aider à mieux sensibiliser les gens à propos de vos programmes et vos services. Et donc, oui, un plan de communication, ça prend du temps. Pourquoi il faut prendre le temps? C'est parce qu'au bout du fil, ça peut vous sauver de l'argent. Vos ressources sont déjà assez limitées, donc en mettant en place un bon plan de communication, ça va vous permettre de mettre vos énergies aux bons endroits. Et aussi, ça va vous faciliter la tâche de gérer les attentes et les besoins des intervenants autour de votre organisme, autant à l'interne qu'à l'externe, et vos messages seront plus effectifs et cohérents. On remarque souvent qu'on a tous beaucoup de choses à dire, mais sans un message qui est cohérent, les donateurs et les bailleurs de fonds risquent d'avoir un peu trop de confusion. Donc, on va vous montrer ça aujourd'hui, comment faire pour améliorer ces messages-là. Donc, les éléments principaux à prendre en considération quand on se prépare pour un plan de communication, c'est de bien comprendre qu'il y a des éléments externes, comme le public cible, la différenciation, force du message, cohérence et les outils. Mais il y a aussi, comme je disais, l'aspect interne, donc l'appui organisationnel, la vision, la croissance de l'organisme, les relations et bien sûr les budgets et quelle sorte d'investissement qu'il faut faire. Donc, on va regarder chacun de ces titres-là aujourd'hui comme des mini-chapitres de notre webinaire. Honnêtement, je pourrais passer une demi-journée sur chaque, mais je vais essayer de me limiter aux 40 minutes qu'on a ensemble aujourd'hui pour vous laisser assez de temps de poser des questions à la fin. Moi, je suis une personne qui adore les communications et j'ai choisi d'œuvrer dans le domaine philanthropique parce que ça me tient à cœur. Et donc, je parle très vite quand j'aime le sujet. Donc, je vais faire mon possible sans pouvoir vous voir à l'autre bout de votre ordinateur. Comme je disais, quand je fais ça en personne, je peux plus gager les réactions des gens, mais aujourd'hui, je suis un peu dans le vide. Donc, je vais essayer de prendre des petites pauses pour vous laisser réfléchir au fur et à mesure. Quand on commence à parler des communications, nous, notre approche, c'est vraiment centré sur la vision, mission et valeur de l'organisme. Ça a l'air tout simple comme concept, mais on ne peut rien faire
plus loin que ça si on n'est pas tous sur la même page sur ces principes-là. Donc, nous, on a construit cette petite maquette-là qui représente un peu comment on fonctionne en développant les outils et les stratégies de communication pour les organismes. Et je me suis inspirée du livre qui s'appelle Brand Raising, qui a été fait par une madame qui s'appelle Sarah Durham. Elle a une boîte de communication à New York qui est très similaire à la nôtre et elle travaille uniquement avec les organismes à but non lucratif, elle aussi. Son livre Brand Raising est un incontournable pour les OSBL et elle fait vraiment la promotion d'une approche holistique des communications, étape par étape. Donc, lorsque vous créez vos outils de communication, il ne faut pas se perdre dans les détails et négliger l'expérience humaine. Donc, à chaque étape, à chaque évolution de votre plan de communication, on veut vraiment toujours tenir en compte l'expérience humaine, surtout parce que à la collecte de fonds, c'est vraiment là qu'il faut tisser les liens et qu'il faut avoir un bon rapport avec nos donateurs potentiels. Ce qu'elle explique dans son livre aussi, c'est que les gens avec lesquels vous communiquez entreront en relation avec votre organisme en fonction de ce que eux ils vivent. Et l'art de construire des relations avec vos donateurs découle de l'engagement que vous allez susciter chez ces personnes-là. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde adore votre cause, que tout le monde connaît votre cause, que tout le monde connaît votre mission et vision. Il faut vraiment bien les construire et bien les communiquer. Donc, une fois que vous avez ce core-là qui est très bien défini, on peut ensuite définir la personnalité, le positionnement, les objectifs et le public cible de l'organisme. On va parler brièvement bientôt des publics cibles. C'est très, très, très important pour savoir comment on avance dans le prochain cercle, si on veut, vers l'identité visuelle et le message. Si on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas quoi leur dire. Donc, c'est important vraiment de bien définir les publics cibles avant d'entamer la partie identité visuelle et message. Ensuite, une fois que cette partie-là est faite, bien là, on va choisir comment on va diffuser notre message. Donc, aujourd'hui, on a une panoplie de choix. Bien sûr, l'Internet qui est un très grand ami aux organismes à but non lucratif parce que c'est pas mal moins cher comme solution que d'être en ondes ou en imprimé. Mais il ne faut toujours pas oublier qu'on a de l'expérience mobile qui commence à être de plus en plus présent. Et finalement, mais pas le moindre, c'est nos communications en personne, les gens qui représentent notre image de marque, c'est-à-dire nos bénévoles, nos employés, notre CA. On va parler de tout ça dans quelques instants. Donc, je vous invite d'imprimer ce cercle-là puis de le mettre devant vous quand vous allez penser à comment bien construire vos outils et comment naviguer à travers votre plan de communication. Donc, il y a 4 énoncés essentiels que chaque organisme devrait avoir. Comme je disais, mission, vision, valeur et le positionnement. Donc, on en parle souvent, ça a l'air très naturel, mais les gens confondent souvent les énoncés. Et je veux juste mettre ça au clair que la mission, ça réfère plus au processus, c'est-à-dire que c'est l'objectif fondamental de l'organisme et sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle que l'organisme a été fondé en premier lieu. L'énoncé décrit les raisons pour lesquelles que vous êtes dans votre domaine, dans votre secteur, et il faut prendre en compte 3 aspects principaux de votre raison d'être. C'est votre but, votre marché et votre expertise. Donc, quand vous êtes à regarder votre mission, pensez à ces éléments-là. Ça se diffère de la vision, parce que la vision, c'est le résultat. C'est ce qui oriente la direction des futures actions. C'est la ligne de conduite pour pouvoir prendre des décisions au sujet de vos nouveaux services ou vos projets. Et c'est une motivation centrale dans l'organisme. Très souvent, je vois des organismes qui confondent mission et vision ou qui l'inversent. Donc, toujours se souvenir que la mission, c'est le processus et la vision, c'est le résultat, the big picture, comme on dit.
Mais il y a aussi les valeurs qui commencent à être de plus en plus importantes de nos jours pour aider les organismes à se différencier. Et les valeurs portent vraiment sur le côté émotif. Donc, c'est l'énoncé des principes qui sont les plus chers aux dirigeants ou à l'organisme en général. Cet énoncé peut prendre la forme d'un code d'éthique ou d'une promesse qu'on fait à notre public cible, à nos participants. Et c'est l'expression de la conduite générale de l'organisme. On encourage souvent nos clients de mettre leurs valeurs sur leur site web et sur leur pamphlet parce que ça leur aide à faire une meilleure connexion avec leur public cible. Le positionnement, bien là, on tourne plus dans la raison de qu'est-ce qui différencie les opérations et les services d'un organisme de ceux de leurs concurrents. Et c'est une expression de ses forces. On encourage les organismes de vraiment prendre le temps de bien réfléchir à ces énoncés-là et de les mettre sur papier, de les faire valider et ensuite les distribuer, que ce soit aux employés, aux bénévoles, commanditaires et autres participants. C'est vraiment bien important que tout le monde sache ces énoncés essentiels-là. Donc, ici, un petit fiche de travail, si vous voulez, pour vous rappeler, vous pourriez faire ça en équipe. Si vous ne travaillez pas avec un consultant externe pour faire votre plan de communication, prenez au moins le temps de le mettre sur papier. Comme je disais, ça vaut la peine. Donc, pour parler du public cible, il faut penser à qui interagit avec votre marque. Dans ça, on parle de la segmentation du public ou du marché, qui est un processus très important qui consiste à diviser un plus large public en sous-groupes, ce qu'on appelle les publics cibles. Le but de la segmentation, c'est de rendre vos communications plus efficaces et de mieux utiliser vos ressources. Il faut penser à la segmentation de marché un peu comme la colonne vertébrale de votre stratégie de communication, à vous permettre de comprendre votre marché et de vous concentrer sur les donateurs les plus importants. Vous allez voir qu'une fois que c'est clair de ce côté-là, tout qui découle de ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, dans cette petite fleur, on peut voir tous les différents types de publics qui peuvent venir interagir avec votre marque, avec votre organisme. Et il faut reconnaître que chaque personne ne ressente pas le même attrait pour un organisme. Donc, le but de la segmentation, c'est d'identifier les personnes qui, dans toute la population, seront les plus susceptibles à apprécier et valoriser votre cause ou vos services. Il faut trouver les personnes qui seront le plus satisfaites de vos services ou de votre offre et ou qui ont un besoin à combler. Donc, c'est super important de ne pas se mettre dans la tête qu'on va parler à tout le monde parce qu'écoute, il n'y a pas assez d'heures dans la journée ni assez d'argent dans la banque pour le faire. Le plus qu'on peut fixer des publics précis, le mieux que ça va aller. Ce que je recommande de faire comme exercice avec votre équipe, c'est de faire une liste et de tenter de regrouper les principaux genres de personnes dans peut-être 3 à 6 catégories maximum. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va travailler avec des post-it sur un mur ou sur un babillard et on écrit tous les gens qu'on peut penser et après ça, on les regroupe, on les met au clair et on partage les résultats avec l'équipe pour avoir leurs commentaires. Et une fois que on sait à qui on parle, ça va être pas mal plus facile à savoir quoi leur dire. Donc, si on regarde les groupes typiques chez les organismes, on a par département, si on veut dire, on a la collecte de fonds, services et programmes et la sensibilisation. Et chacun de ces groupes-là ont des individus, soit les corporations, les fondations, vous les connaissez, vous travaillez avec eux à tous les jours.
Et pourquoi c'est important de segmenter? Bien, il y a un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Guerrilla Marketing, il y a très longtemps, mais ça tient encore la route. Et c'est M. Levison qui disait que segmenter, c'est comme dire quelque chose à quelqu'un plutôt que de ne rien dire à tout le monde. Donc, avec ça, on veut mieux comprendre le public cible et c'est quoi leurs besoins et leurs désirs. On veut avoir plus d'informations sur eux, à savoir si c'est vraiment les bonnes personnes à qui il faut s'adresser. Et on commence par regarder qui est touché par votre cause et qui s'implique. Et on commence à voir ensemble quel est le ton, quel est le style, quelle est l'approche qu'il faut prendre avec chaque groupe. Il va y avoir des valeurs semblables à travers ces groupes-là, mais quand même, on ne va pas parler aux gens qui sont intéressés à vos services et vos programmes de la même façon qu'on va parler de quelqu'un pour la collecte de fonds, par exemple. Nous, ce qu'on fait comme exercice avec les clients, c'est qu'on va créer des personnages pour mieux mettre une vraie personne en tête. Par exemple, Suzanne qui a 43 ans, qui vient d'avoir un diagnostic du cancer des ovaires. Elle est maman, elle s'inquiète beaucoup pour sa santé. Elle veut des services et des programmes, elle veut un traitement efficace pour qu'elle puisse reprendre ses habitudes de vie et prendre soin de sa famille. Mais elle s'inquiète aussi pour sa famille parce qu'elle veut que sa famille sache qu'ils aient plus d'informations sur son cancer et donc peut-être avoir s'intéresser à des services ou des programmes pour sa famille, ses enfants, son mari, etc. Donc, une personne, on va lui parler différemment de style et de ton que, par exemple, quelqu'un comme on peut inventer le personnage de Jacques qui a une mère qui souffre de l'Alzheimer's, puis lui, son objectif, c'est de faire une collecte de fonds de tierce partie avec toute sa gang parce qu'il veut vraiment éduquer les gens sur cette belle cause-là et qu'il veut que sa mère ait les meilleurs traitements et il sait qu'en allant chercher de l'argent offrir à cet organisme-là qui va se sentir utile et qui va aider sa mère. Donc, en se faisant des petits personnages comme ça peut vraiment nous aider à savoir comment on va véhiculer notre message à chaque groupe. Et avoir un seul pamphlet, par exemple, qui parle à tout le monde, ne marche pas. Donc, il faut vraiment segmenter les groupes et véhiculer le bon message au bon moment à ces gens-là. On va parler rapidement de la différenciation de la marque. Simon Sinek, je suis très grand fan de lui, je vais vous montrer son livre dans quelques instants, mais il explique que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Il a écrit un livre qui s'appelle Start with Why et il y a un concept qui s'appelle le Golden Circle. Et quand j'ai étudié son livre, j'ai vu que de la façon qu'il parlait des ventes du côté corporatif et commercial, mais on peut appliquer ces mêmes choses-là côté philanthropique. De la façon qu'on prend des décisions, c'est que la partie de notre cerveau, dans le néocortex, c'est ça, c'est le côté rationnel qui comprend le quoi. Aussi le comment, le processus, mais c'est la partie du cerveau dans la région limbique qui est reliée aux émotions qui fait que c'est là qu'on prend les décisions. Donc, souvent, on voit que les communications sont vraiment axées sur le comment et le quoi. Et on oublie trop souvent de parler du pourquoi. Et c'est vraiment ça qui va résonner chez vos donateurs et vos partenaires, vos employés, vos bénévoles. Donc, quand on fait un exercice comme ça avec nos clients, et je vais leur demander pourquoi certains services existent ou pourquoi leur organisme existe. Et ils m'expliquent de façon très factuelle, beaucoup dans le quoi. Et je demande pourquoi.
Ben, parce qu'il y a des gens qui sont malades. Pourquoi? Parce que, nanana, pourquoi? On va demander pourquoi 5, 6, 7 fois et finalement, on va arriver à une vraie raison pourquoi que je devrais porter attention à cette cause-là ou à cette fondation-là. Donc, il faut vraiment creuser, mais une fois que c'est fait, on voit vraiment la différence au niveau de la qualité des communications qui sort de l'organisme. Au niveau de la différenciation, les organismes ont tendance à croire qu'ils sont différents l'un des autres, alors qu'ils ne le sont pas. On n'aime pas beaucoup parler de la concurrence en philanthropie, mais elle existe, donc il ne faut pas l'ignorer. Il faut savoir que quand on dit qu'on offre d'excellents soins ou excellents services à la clientèle, c'est pas ça qui distingue un organisme. Fournir ces services-là, excellents services ou d'avoir des soins excellents, ça devrait être la norme, c'est la norme. Donc, le trait distinctif qui va vous faire sortir du lot, c'est plutôt comment et pourquoi vous le faites. Donc, n'oubliez pas de vous différencier, surtout si vous avez d'autres organismes sur lesquels honnêtement, vous cherchez les mêmes montants d'argent. Donc, il faut savoir comment bien expliquer pourquoi vous êtes différent de vos amis à côté. Demandez-vous qu'est-ce qui n'est pas abordé par la concurrence et essayez de combler ce vide-là. Ça, c'est une question que vous pourriez poser, puis faites vos recherches. L'Internet nous permet de faire des recherches exhaustives maintenant sur les différents organismes dans certaines niches. Donc, je vous inviterai de vraiment regarder ce que fait la concurrence et voir leur positionnement et voir comment votre organisme se compare et quel vide vous pourriez combler. Si vous ne créez pas votre propre message, bien, vous faites la promotion de quelqu'un d'autre. Quand je pense à ça, je pense à des grosses affiches pour des restaurants ou des cafés. Puis là, on voit une grande tasse de café avec toutes les grains de café qui sont partout. Puis c'est tout chaud, tout doux et ça donne vraiment le goût de prendre un café. Mais si la différenciation n'est pas faite et si la marque n'est pas claire, tout ce que cette entreprise-là a fait, c'est qu'ils m'ont donné le goût de prendre un café. Ils ne m'ont pas nécessairement donné le goût de prendre un café chez eux. Donc, c'est là qu'il faut vraiment se différencier et d'être mémorable. Donc, c'est la même chose en philanthropie. Si vous faites une campagne de sensibilisation, par exemple, si vous êtes cancer de quelque chose ou vous travaillez en éducation et vous voulez promouvoir quelque chose, assurez-vous de, oui, faire de la sensibilisation auprès de votre cause, mais n'oubliez pas qu'il faut que votre image de marque soit claire pour que vous faites la promotion de votre organisme et non seulement juste de la cause en général. Donc, pour l'image de marque, c'est l'ADN de votre organisme. Il faut la définir, il faut la développer, il faut la vivre. Et on va parler tout à l'heure des outils et qu'est-ce qui peut être utilisé pour faire ça. Et il faut sortir du lot. Et comme je disais tout à l'heure, les valeurs clés, c'est ce qui va être le plus retenu par votre public cible. Donc, n'hésitez pas de définir vos valeurs et de les partager dans toutes vos communications. Comment on fait tout ça? Vous pourriez commencer à choisir 10 mots qui décrivent bien votre organisme, et qu'est-ce qui vous rend unique. Concentrez-vous sur ce que les gens retiennent quand ils visitent votre site web, par exemple, ou quand ils viennent à un événement ou s'ils lisent votre matériel. Quels mots est-ce que vous voulez qu'ils se rappellent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent à un ami s'il parle de vous? Mettez tout ça sur papier et regardez la liste de mots-clés qui ressortent. Et demandez à votre mère. La test de mère, c'est vraiment, seriez-vous
fier de présenter ce que vous avez trouvé à votre mère? Est-ce que c'est facile à comprendre quand vous expliquez ce que votre organisme fait? Souvent, on va demander à nos collègues et à nos clients ou aux gens qu'on desserve, et puis c'est pas eux qui ont besoin de clarification, sont déjà en contact avec votre organisme. Donc, il faut aller plus loin et faire des tests avec des gens qui vous connaissent moins et de s'assurer que votre message est clair. Créer un document synthèse maison, ça c'est quelque chose qu'on va se concentrer dans les prochaines minutes. On va parler du elevator pitch et comment bien le définir. Il faut être personnel dans votre approche et vous concentrer sur qui vous êtes. Parce que souvent, comme je disais, la différenciation de la marque est difficile avec les multitudes de causes qu'on a. Et souvent, les gens ne savent pas à quelle fondation exactement qui donne leur argent parce que c'est tellement confondu. Donc, essayez de sortir du lot. Et en faisant les petits exercices des documents Elevator Pitch, vous allez voir ensemble comment que ça va vous aider à mieux vous positionner. Donc, ça nous amène à parler de force du message. Les marques qui réussissent le mieux et ceux qui ont le potentiel de croissance le plus fort, c'est ceux qui vont prendre un positionnement clair et prendre autant les bénéfices rationnels que émotifs. Donc, je me fais souvent demander, est-ce qu'on est mieux de prendre une approche choc ou une approche très rationnelle, très factuelle, avec des chiffres et des ci et des ça, ou est-ce qu'on tombe dans les larmes et les photos qui sont très émotives? Qu'est-ce qui est mieux? Les études nous montrent que les communications qui font appel à la fois au niveau émotif et rationnel sont 10% plus susceptibles de produire un effet positif que si tu fais que du rationnel ou que émotionnel. Donc, essayez de trouver l'équilibre entre les deux et ça va vous aider à mieux vous positionner dans le marché. Pour le elevator pitch, c'est une des choses les plus importantes qu'un dirigeant d'OSBL puisse faire, surtout si la directrice ou le directeur est porte-parole de l'organisme. C'est important de pouvoir résumer vos programmes, vos services et de les communiquer aussi clairement que rapidement. Une des façons les plus sûres de vous démarquer avec n'importe qui que vous rencontrez. Donc, une mini-présentation comme ça, c'est simplement une brève description de ce que vous faites et pourquoi c'est important. Et ça devrait contenir beaucoup d'informations, mais résumées en quelques mots. Vous devriez pouvoir le communiquer en 30 secondes ou moins. Elle devrait donner un aperçu de votre organisme, capter l'attention et inciter à vouloir en savoir plus. Donc, nous, on avait un pitch au début. Je vais utiliser mon propre exemple pour vous montrer un peu l'exercice. Et pour l'avoir fait, c'est pas facile, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment, ça vaut la peine. Donc, au début, la façon que nous, on présentait nos services, c'est qu'on disait que Phil se spécialise dans le développement des outils de communication dans le secteur à but non lucratif, de la stratégie de marque aux outils de financement, conception de sites web, aux initiatives de médias sociaux. Notre équipe travaille fort pour mettre nos clients sur la bonne voie. Et quand je rencontrais des gens, j'étais un peu mal à l'aise, je disais pas toujours la même chose et puis donc, on a fait l'exercice et c'est un exercice qu'on va faire, que je vais vous laisser faire avec votre équipe parce que si on avait une journée d'atelier, on pourrait le faire ensemble, mais je vais vous montrer un peu les questions que vous pourriez vous poser pour commencer à mieux rédiger ce petit teaser-là. Vous allez voir comment que celui que je viens de vous lire et celui que je vais vous montrer, ça se différencie. Donc, quels sont les 3 ou 4 mots-clés qui décrivent vos plus grandes qualités rapidement et clairement? Donc, vous pourriez les noter.
Quel est votre facteur X au cœur de qui vous êtes? Donc ça peut être défini, vous pourriez dire, on sait qu'on est dans notre élément quand, et vous remplissez ça. Quel est votre facteur de pouvoir, la connaissance que vous détentez, les compétences que vous possédez? Donc, on pourrait dire, les gens reconnaissent notre expertise en. Et quel est votre facteur de superstar? Les qualités qui vous distinguent, bien là, c'est qu'est-ce que les gens remarquent souvent chez vous. Et donc, vous pourriez le noter là. Donc, pour vous aider à démarrer la rédaction de votre elevator pitch, vous pourriez utiliser ce modèle-là. Puis je vais vous montrer un peu comment j'ai pris mon petit texte plate et que après avoir fait cet exercice-là, on arrive à une explication très brève, mais qui a pas mal plus de punch. Donc, chez Phil, on utilise notre savoir-faire et notre créativité pour aider les OBNL. Connus pour notre passion philanthropique, on guide nos clients à travers leurs projets de collecte de fonds et de campagne de notoriété. En utilisant notre expertise en communication, on accompagne nos clients et fournit des résultats concrets qui ont un impact réel dans la communauté. Grâce aux nombreuses années dans ce secteur, on saisit rapidement les besoins de nos clients qui nous permet d'offrir des solutions efficaces à prix abordable. Donc, vous pourriez déjà voir que le premier paragraphe que je vous ai lu, était un peu partout. Ça décrivait un peu les mêmes choses, mais pas de la même façon. Donc là, on rentre vraiment dans le concret. On se différencie et on est très clair avec l'impact et pourquoi on existe et pourquoi c'est bien de choisir notre compagnie versus un autre. Donc ça, c'est tous des arguments qu'il faut penser et vous pourriez le faire. Je vous ai laissé une page vide ici pour que vous le travailliez. Bien sûr, quand je suis devant des clients potentiels ou quoi que ce soit, j'arrive pas devant eux et je lis mot à mot les phrases que je viens de vous lire. C'est vraiment un guide et c'est le guide que tout le monde sur mon équipe comprend et quand on parle de notre entreprise, on parle tous de la même façon. Et c'est ça qui est important. C'est pas une interprétation de quelqu'un, c'est la base de nos communications. Donc, je vous invite à utiliser ces petits outils préparatoires-là que je vous ai fournis et les faire avec votre équipe. Et vous pourriez en faire plusieurs versions avant d'arriver à quelque chose de plus final qui va vous aider aussi à mieux positionner votre mission, vision et valeur. Quand vous le faites, penser à votre secteur et aux problèmes que vous essayez à résoudre, pourquoi votre organisme existe, essayez de penser aux solutions, parler de vos réussites, souligner les caractéristiques qui sont uniques à votre organisme et qu'est-ce qui vous démarque dans le marché. Essayez d'utiliser des histoires personnelles parce que c'est là que les gens vont plus retenir les informations. Quand on raconte quelque chose, c'est pas mal plus intéressant que juste répéter des choses qui ont de l'air trop marketing. Donc, n'oubliez pas d'essayer de rattacher ça à une expérience personnelle. Pour améliorer la personnalité de votre marque avec un message fort, ça va vous aider à vraiment catapulter votre organisme au prochain niveau. Et quand vous allez faire l'exercice de regarder vos messages clés que vous avez en ce moment et que vous faites votre plan de communication et que vous retravaillez vos énoncés principaux, vous allez voir que ça va vraiment aider les gens à mieux comprendre qui vous êtes et surtout à l'interne aussi, c'est très important d'être sur la même page, comme je disais tout à l'heure. Donc, créer le message, c'est une chose, mais le garder cohérent est aussi important que de développer le message lui-même. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une règle 70-30. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, être cohérent, ça ne veut pas nécessairement dire se limiter au niveau créatif. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez dans tous les médias, autant que vous maintenez votre message et qu'il soit cohérent. Les organismes qui veulent créer de la cohérence
ils doivent le faire, mais il faut se garder une marge de manœuvre. Donc, on recommande 70% de la stratégie et des lignes directrices qui soient fermes et 30% qui restent plus flexibles. La flexibilité, c'est dans la gestion du message de l'organisme parce qu'il y a des choses, quand vient ça peut être une question de langue, ça peut être des différences culturelles. À travers les divers publics cibles, il y aura peut-être des nuances avec certains groupes de donateurs, par exemple. Donc, oui, il faut vraiment se mettre des règles de base, mais il faut se laisser aussi de la flexibilité. Et cette flexibilité, ben, c'est vraiment utiliser le gros bon sens pour savoir quand est-ce qu'il faut se donner un peu de lousse. Donc, comment on fait ça? Bien, on va faire notre possible de lier les communications à vos initiatives de collecte de fonds. Il faut assurer que les messages soient alignés avec vos objectifs et c'est super important avant de commencer un plan de communication, de vous assurer que vous avez un bon plan stratégique parce que vous ne pourriez pas faire votre plan de communication sans avoir votre plan de développement ou votre plan stratégique. Donc, si vous ne l'avez pas regardé depuis quelque temps, je vous recommande fortement de faire une analyse de vos stratégies et de vous assurer que vous êtes bien aligné avant d'embarquer dans le côté communication. Et comme je disais tout à l'heure aussi, utilisez des histoires pour soutenir vos efforts et transmettez les bonnes nouvelles aussitôt que vous en avez. On est dans un monde 24 sur 7. Les médias sociaux et les sites web, etc., ça nous offre des opportunités de communiquer rapidement avec nos publics cibles. Et on ne peut plus se permettre d'attendre à tous les 3 à 6 mois de produire des infolettres pour annoncer à nos donateurs comment que les choses avancent. Ça devient old news et les gens s'attendent d'avoir des nouvelles plus régulièrement. Et donc, il faut savoir comment s'organiser pour faire les communications de façon plus régulière et peut-être moins longue, mais plus régulière. De faire peut-être un peu moins, mais bien le faire. Donc, on va regarder ça ensemble quand on va regarder les outils. Soyez conscient de ce que vous faites en tout temps et pourquoi vous le faites. Si vous êtes pris dans le panique et vous faites quelque chose, arrêtez 2 minutes, regardez ce que vous faites et demandez-vous pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est en ligne avec la stratégie? Est-ce que c'est en ligne avec votre plan de communication? Si la réponse est non, mettez-le de côté et concentrez-vous sur les choses qui sont importantes. Et souvent, chez les organismes, et même dans ma propre entreprise, on sent que les urgences sont là à tous les jours, mais les urgences ne sont pas toujours les choses qui sont les plus importantes. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas se laisser trop distraire. Au niveau des différents outils et médias, juste là, je pourrais passer toute la journée à vous parler de ça, mais je suis consciente de notre temps et on va parler plutôt globalement, je vous présente une liste des moyens de communication, c'est très général, mais ça va vous aider à faire des choix dans votre plan de communication où vous voulez mettre vos énergies et vos sous au niveau des médias payants, des choses qui sont gratuites, la promotion, la sollicitation directe et les relations publiques. Et comme on n'a pas le temps de passer à travers toutes ces options-là, je voulais juste vous les laisser pour pour vous laisser l'option à peut-être aller un peu plus loin dans à évaluer en ce moment qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous avez un grand succès avec ça et qu'est-ce que vous serez prêt à laisser tomber, qu'est-ce que vous devriez peut-être commencer à faire qui est peut-être un peu plus original pour votre organisme que vous n'avez pas fait auparavant et de faire d'essayer des nouvelles choses parce que les donateurs, il y a
des choses générationnelles qui se passent en ce moment dans le secteur. Beaucoup d'organismes ne sont pas sûrs comment aller chercher les futurs donateurs, les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je vous encourage de faire des petits tests pour voir comment vos messages pourraient passer sur d'autres médias que vous n'avez pas utilisés avant. Ce que vous pourriez aussi faire, c'est de prendre le temps de faire des groupes de discussion. Si vous n'avez pas le temps de faire des recherches plus approfondies qui coûtent plus cher, utilisez l'Internet pour trouver des statistiques et pour venir en appui pour vos arguments dans votre plan de communication. Vous pourrez aussi trouver des exemples de cas de réussite et trouver pourquoi ils ont réussi. Souvent, je vois chez les organismes qu'ils essayent de copier ce qu'un autre organisme a fait, puis on ne sait même pas si ça a marché pour cet organisme-là. Donc, prenez pas le risque de copier quelque chose qui n'a pas marché nécessairement. Il faut vraiment que ça soit propre à votre organisme et à votre mission. Et même si ça a l'air tout cute que ce que le voisin vient de faire, c'est fort probable que ça ne marchera pas nécessairement avec votre public cible. Donc, réfléchissez sur ça avant de trop faire du copycat, comme on dit. Pour vous donner un exemple de comment rédiger des objectifs de communication, je vous ai fait deux exemples. On va commencer avec l'exemple de communication interne. Et vous pourriez utiliser ça comme gabarit quand vous allez faire les vôtres. Donc, la première chose, c'est d'établir l'action. Donc, par exemple, pour cet exemple, on a dit qu'on veut améliorer le climat de travail au sein de l'organisme. Et le champ de communication, ça va être qu'on va donner de l'information. Le public, c'est un public interne. On va parler à notre staff, à nos bénévoles. Et les éléments qu'on va établir pour l'objectif de la communication, c'est quel est l'objet? C'est de favoriser une circulation d'informations à l'interne. La tâche, ça va être de diffuser régulièrement des nouvelles. La cible, ça va être les employés. Et la durée, ça va être que ça va nous prendre 3 mois pour commencer tout ça. Donc, quand on met ça dans une phrase, ça donne d'ici 3 mois, tous les employés seront informés régulièrement des décisions et des orientations de l'organisme par la diffusion de nouvelles. Donc là-dedans, dans cette phrase-là, on a la durée, la proportion, le cible, l'objet et la tâche. On va définir l'activité. C'est une activité, il n'y a pas d'activité particulière parce qu'on envoie des nouvelles, donc ce n'est pas relié à un événement ou quoi que ce soit. L'outil, ça va être un bulletin et les raisons pourquoi le faire, c'est que dans le processus de la production de ce bulletin, la collaboration de chaque employé sera sollicitée afin que l'information soit plus complète et qu'elle représente bien la vie de l'organisme. Donc, on va mettre Denis en charge de tout ça. On va se donner un petit budget et on veut que ça soit prêt à telle et telle date. Donc, dans ce cas-ci, le budget, si on fait ça imprimé, c'est sûr que ça va nous coûter le coût d'impression, mais si, par exemple, l'organisme voulait le faire par courriel, il n'y aura pas de frais associés à cette communication interne-là, sauf qu'il ne faut pas oublier que Denis est payé et ça, c'est un coût à l'organisme. Donc, c'est très facile de dire « Oh, on va faire ça, tu sais, ça ne coûte rien, on le fait à l'interne », mais n'oubliez pas que vous payez pour vos employés et le temps qu'ils sont sur certaines tâches, ça coûte quelque chose. Donc, il y a les coûts invisibles, mais il faut faire attention aussi au nombre d'heures qu'on va prendre de cet employé-là. C'est sûr que si Denis passe une demi-heure à chaque mois pour demander à ses collègues de travail comment ça va dans chaque département et qu'il prend 1 heure pour rédiger un petit courriel et qu'il diffuse ça, puis ça prend au gros total 2 heures par mois. 2 heures par mois du temps à Denis pour que tout le monde soit plus enthousiaste d'être à cet organisme-là et qui comprennent ce qui se passe dans les autres départements, je peux vous dire que ça vaut la peine que Denis mette de côté ces 2 heures-là par mois. Donc ça, c'est un petit exemple de comment formuler un objectif de communication à l'interne.
On va prendre un organisme fictif pour les communications externes, puis on va se dire que c'est un drop-in center pour jeunes femmes, jeunes mères, par exemple. Okay? Et leur objectif, c'est d'augmenter leur clientèle. Le champ de communication, ça va être un outil imprimé ou une publicité. Le public est externe. Et l'objet, ça va être de convaincre les gens d'utiliser les services de l'organisme au moins une fois par mois. La tâche, c'est de créer la publicité. Le cible, c'est les jeunes mères monoparentales du quartier entre 16 et 25 ans, par exemple. Et la durée, ça va être d'ici 1 an. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'objectif de la communication? C'est l'organisme, blablabla, convaincra 10% des jeunes mères monoparentales du quartier à utiliser ces services au moins une fois durant l'année, d'ici 1 an. Donc, encore là, on a une proportion. On ne peut pas assumer qu'on va convaincre toutes les jeunes mères du quartier. Donc, on va se fixer un objectif réaliste et on va dire, on va être content si on est capable d'aller rejoindre 10% pour commencer. En sachant que bouche à oreille, ça pourrait augmenter la prochaine année, mais soyons réalistes, on va se donner des objectifs qu'on va être fiers de réaliser et ensuite on peut les augmenter si on est confortable. La cible est très précise, on veut les jeunes mères monoparentales 16 à 25 ans du quartier, donc même géographiquement, on met la précision. Et au niveau des services, on est très spécifique avec l'objet et la durée. Donc, l'organisme décide de faire un dépliant, ils vont le distribuer à la main et l'argument pour ça, c'est on pense à un mode de distribution et un lieu que les gens vont peut-être engager une discussion et on peut faire ça peut-être distribuer ça dans une institution financière ou marché alimentaire local. Le premier de chaque mois, on va avoir des bénévoles qui vont aller distribuer nos pamphlets, par exemple. Donc, on va de Marielle qui va être en charge de ça, on va se donner un budget et on se donne un échéancier. Donc, tout ça, très clair, ça met que quelqu'un est responsable du projet, on a identifié un budget, on s'est mis des dates limites pour les choses et c'est très clair qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre dans tout ça. Donc, je vous invite de prendre ces gabarits-là et de penser à 1 ou 2 activités internes et 2 ou 3 activités externes que vous pourriez faire cet exercice-là. Vous allez voir, c'est vraiment le fun une fois que c'est établi. En parlant du travail interne, l'appui organisationnel est hyper important. Je siège sur 2 conseils d'administration. Je suis présidente de 2 conseils et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, c'est très important de bien éduquer les membres du CA et de former des comités de communication au sein de votre conseil afin de vous aider à avancer votre mission. Il faut leur fournir les outils qui vont leur aider à faire un bon travail. Et vous pourriez même engager des consultants pour faire des formations à votre conseil d'administration. Ils sont souvent pas très à l'aise avec la collecte de fonds en partant. Ils sont souvent pas très, ils n'ont pas beaucoup de connaissances au niveau de comment bien communiquer et véhiculer vos messages. Donc, n'hésitez pas de prendre quelques rencontres de CA pour faire de la formation avec eux. Vous allez voir, ça va être un bon investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le CA? C'est de leur fournir les bons outils de travail. Le document de mission, vision, valeur, on le sait que c'est très important. Leur fournir votre guide de normes graphiques, ça aussi c'est important pour qu'on s'assure que la marque soit bien représentée. Et on devrait aussi fournir au CA
et aux bénévoles, les matériaux que vous distribuez normalement à votre public cible. Souvent, on oublie de faire des copies pour les gens du CA, mais donnez-leur des pamphlets, donnez-leur des coupons de réponse de dons pour qu'ils en aient toujours sur eux. Ça va vous aider davantage de bien véhiculer le message et aussi de les informer des activités de l'organisme. Une chose qu'on fait sur un des CA que je siège, c'est que le directeur de développement vient nous voir à tous les 2-3 réunions du conseil pour nous raconter une histoire d'un donateur ou d'un grand donateur ou d'un partenaire qui vient de signer avec l'organisme. Et en partageant ces vraies histoires-là, ça nous aide, nous, sur le CA, de bien comprendre comment l'équipe de développement fonctionne et comment ça marche aux collectes de fonds. Et on a de très belles histoires de vraies personnes qui sont touchées par la cause et ça nous permet aussi d'aller puis de parler de notre fondation, de notre organisme avec ces histoires-là personnelles. Comme je disais au début, les histoires personnelles sont les plus importantes. En marketing traditionnel chez les business, on cherche des histoires, on en invente, mais avec les organismes à but non lucratif, il y en a tellement de belles histoires, de vraies histoires. Donc, n'oubliez pas de les noter et de les partager le plus souvent possible. Bon, n'oubliez pas aussi de mesurer vos efforts, de s'arrêter et d'avoir des points de contact tout au long de l'année. Comment est-ce qu'on avance? Est-ce que notre plan est réaliste? Est-ce qu'on a besoin de s'ajuster? Quelle a été la réaction de notre public cible? Est-ce qu'on a accompli notre objectif? Si oui, quel est notre prochain? Puis sinon, ben pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Trop souvent, on est en mode panique et on passe au prochain truc sans jamais voir comment a fini l'autre. Donc, il faut vraiment avoir une bonne stratégie. Dans cette stratégie-là, fixez-vous des dates que vous arrêtez et que vous mesurez les choses. Comment faire ça avec très peu de temps, avec très peu d'argent? Bien, faites des petits sondages, des groupes de discussion, faites un audit de vos communications et utilisez des sources d'informations secondaires. Donc, vous pourriez toujours faire des recherches sur l'Internet, etc., comme je disais tout à l'heure. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'ai encore quelques items à conclure. Donc, on va passer sur les relations. On revient à notre petite fleur de tout à l'heure. Et la force de tous les organismes repose principalement sur la force de son équipe. Les gens qui sont derrière la marque qui fait sa force. Donc, concentrez-vous sur ce qu'eux, ils ont besoin pour leur aider à faire connaître votre marque. Il y a tellement de différentes façons de faire participer les gens et de créer une dynamique. Vous avez juste à le planifier. Le temps que vous allez consacrer à maximiser les relations que vous avez déjà, ça va tellement vous aider plus qu'à essayer d'établir de nouvelles relations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut demander aux fournisseurs et aux commanditaires de vous aider. Avec les médias sociaux maintenant, c'est très facile de demander à des partenaires ou à des membres de partager vos bonnes nouvelles ou votre besoin de financement, par exemple. La concurrence, on en a parlé avant, mais on peut aussi féliciter la concurrence lorsqu'elle fait quelque chose pour la cause et dans votre secteur. Donc, gênez-vous pas de dire bravo à quelqu'un qui a réussi quelque chose d'important dans le secteur. Si ça bénéficie le secteur, à quelque part, ça va aussi vous bénéficier. Donc, il faut être humble dans ces approches-là aussi. On sait qu'il faut remercier les bénévoles et le personnel régulièrement. Et donc, mettez-les les vedettes de votre organisme. Les gens adorent les feel-good stories et ça fait du bon contenu. Souvent, on ne sait pas de quoi on peut parler dans un organisme, surtout au rythme que ça bouge très, très, très vite dans les médias sociaux. Mais parler de votre personnel ou de vos bénévoles, il y a toujours de belles histoires là-dedans. Et de bien sûr célébrer vos victoires, annoncer
les certifications, les récompenses que vous avez eues ou un gros financement. Les gens ont souvent peur d'annoncer un gros financement parce qu'ils ont peur que de dire « Oh, ben, si on annonce qu'on a eu ce gros financement-là, ben, il n'y a personne d'autre qui va nous donner de l'argent. » C'est pas vrai, ça vient à mieux, ça soutient le fait que vous êtes un organisme qu'on peut avoir confiance et donc ça va encourager les gens de vous aider encore plus. Donc, n'ayez pas peur de célébrer vos victoires et dire merci. Bien sûr, c'est toujours très, très, très important. Et essayez de trouver une façon originale de le faire, s'il vous plaît. Arrêtez les gros chèques avec les gens qu'on ne connaît pas, qui tiennent le gros chèque. Il y a toujours d'autres façons à dire merci autrement. Donc, soyez créatifs et essayez de nouvelles choses. Vous allez voir, ça va faire des bons résultats. La partie la plus importante, ben, c'est les chiffres. Il faut parler des chiffres, les chiffres au niveau du data, de base de données. Aujourd'hui, c'est hyper important. Je fais un atelier juste sur ça parce que ça prend quelques heures à bien saisir justement qu'est-ce qui est disponible pour les organismes à but non lucratif aujourd'hui au niveau de votre site web, des sondages, du marketing par courriel, marketing par Facebook, Facebook Insights aussi, c'est un outil très, très fort à savoir votre démographique, sur quoi qui clique sur votre site ou dans votre courriel. Souvent, on est trop occupé et on passe au prochain projet sans revenir et voir si on a vraiment atteint nos objectifs. Donc, il suffit de prendre pause et de regarder, look under the hood, comme on dit, et de mesurer et de voir pourquoi telle et telle chose a été un grand succès ou pas du tout. Et s'il faut demander à des professionnels à faire un audit, quelque chose, ça vaut la peine parce que ça va vous aider à mieux vous aligner pour la réussite par la suite. Côté investissement, bien, ça c'est toujours la partie de la présentation qui fait rire tout le monde. On dire, ah, quel argent, on n'a pas d'argent pour mettre sur notre marketing, mais ça prend un budget. C'est sûr que tous les organismes, dépendant de la taille, ça va varier. Dans un monde parfait, ce serait vraiment le fun que les gens aient 9 à 12 mais on recommande à 10 de mettre de côté pour les efforts de communication et marketing. Ça peut se diviser très simplement comme je vous le démontre ici. Ça va changer le pourcentage pour chaque action, mais bien le définir et votre CA va être content de voir que vous mettez tant de pensée là-dedans parce qu'il faut réfléchir comment on veut diviser ça. Peu importe que vous ayez 10 ou 2 de budget annuel à accorder à vos projets, il faut savoir comment ça se divise. Et pour prendre en compte, ce qu'il faut prendre en compte pour déterminer votre budget, c'est la taille de votre marché, que ce soit local, régional ou national, la taille de votre public cible ou des publics cibles, aussi le niveau de la maturité. Est-ce que vous êtes en lancement? Est-ce que ça fait bien d'années que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en déclin? Ça aussi, ça va changer le budget. Si vous lancez un nouveau programme, c'est sûr qu'il va falloir que vous accordez un peu plus d'argent pour le lancement. Est-ce que ça veut dire que vous allez l'enlever de quelque part d'autre ou que vous allez faire moins d'efforts dans d'autres régions? Il va falloir décider ça dans votre plan de communication. Il faut aussi regarder le plan d'affaires au niveau des chiffres qui sont projetés, qu'est-ce que vous allez avoir en subvention, en dons et si vous offrez des services, quel argent que ça vous ramène et qu'est-ce que ça veut dire pour votre budget de communication. Et quel montant est-ce que vous êtes prêt à investir pour acquérir un nouveau donateur? Ça, c'est quelque chose qui est fait souvent dans les gros organismes, mais c'est aussi important pour les plus petits. Vous pourriez utiliser un petit tableau comme ça pour essayer de déterminer les outils de promotion, le calendrier et le budget. Et vraiment de rajouter ligne après ligne qu'est-ce que vous allez mettre vers les publicités, relations publiques, images de marque, etc. pour arriver à un budget global. Donc, trouvez votre centre d'intérêt, fixez vos objectifs, créez votre engagement,
faire une promesse à votre organisme que vous allez faire votre plan et que vous allez suivre votre plan. Et je rajouterais à ça il faut trouver de la place aussi pour s'amuser à travers tout ça, de trouver un peu de joie, que ce ne soit pas toutes des tâches qu'il faut faire, mais qu'on a envie de faire. Donc, j'espère que je vous ai donné un peu envie de faire un bon plan de communication. Et je vais laisser la parole maintenant à Christine pour voir si on a des questions des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Kim, pour cet exposé informatif. Nous prendrons maintenant quelques minutes pour une période de questions et réponses. Si des gens ont des questions, veuillez les taper dans le panneau questions à l'écran. Je vous accorde un instant pour le faire. OK, parfait. Nous sommes rendus à la fin de notre présentation. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Kim, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Voulez-vous dire quelques mots avant que nous terminons la session? Oui, merci beaucoup à tout le monde qui ont participé. Vous avez tous mes coordonnées, donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui vont être soulevées par votre équipe plus tard. Je suis très facile à rejoindre par courriel et surtout par LinkedIn. Je vous invite à communiquer avec moi. Donc, bonne journée à tous. Parfait. Et bon, j'espère que vous pourrez vous reposer de votre journée et à la prochaine fois. Merci. Merci.